Alors nous passons au second. Alors là, il faut que je fasse une petite introduction parce que certains d'entre vous vont peut-être être un tout petit peu bousculés. C'est en effet Antoine Fèvre. Et non seulement j'ai demandé à Thomas Jamet de parler d'un livre particulièrement important qui est sur la littérature fantastique d'Antoine. Et c'est bien qu'on en parle là parce qu'on continue à le faire vivre. À Villard de Hulcourt, certains d'entre vous étaient peut-être présents. Vous savez que les réunions de Villard de Hulcourt sont très intéressantes et très importantes. Il ne faut pas les voir comme de l'intellectualisme non plus. Ce serait un grand dommage. Et donc, Thomas Jamet, non seulement a lu le livre, a donné son avis, a précisé, je te demanderai aussi à toi de ne pas lire, bien entendu, non seulement a précisé très rapidement qui était Antoine Fèvre, ses deux orientations, en particulier rationalistes et spirituelles. Je vous rappelle qu'il a fallu qu'il ait ces deux orientations pour se faire accepter à la Sorbonne. Des collègues, parce qu'on n'est à la Sorbonne que parce qu'on est accepté par les autres. Ça doit vous rappeler quelque chose, ça. Eh bien, au-delà de tout cela, je dirais que Thomas s'est découvert. C'est-à-dire, il a été plus loin, il a cité des auteurs qui se situent dans la veine d'Antoine Fèvre. Je dirais même qu'ils vont plus loin, au-delà des limites même, jusqu'à des auteurs dont on peut dire qu'ils abordent la part maudite de chacun d'entre nous au niveau psychologique. Et donc il n'a pas eu peur d'ouvrir ce champ, et surtout, chose très importante, pour qu'il n'y ait pas de confusion, bien entendu, de bien voir la différence qu'il pouvait y avoir entre une vision telle que ces auteurs la présentent et la voie initiatique, mais en montrant comment, d'un constat de ce qu'est l'homme et de sa part d'ombre, comment en définitive l'initiation a une autre réponse que ce que ces littératures ont pu proposer. Voilà. Donc, tout ça pour te dire qu'il ne faut pas le dire. Ceux qui ne connaissent pas Antoine Fèvre, de toute façon, iront voir un peu, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu es un des élèves d'Antoine Fèvre, donc c'est d'autant plus difficile, car ce que l'on attend, ce n'est pas la connaissance de l'homme, même si, en tant que frère, il nous intéresse, bien entendu, mais ce que tu en as tiré, justement, sur la pratique de l'initiation, la compréhension de l'initiation, éventuellement l'apport peut-être que ces visions au niveau de ce qu'on appelle le mysticisme apportent, comment dire, aux frères qui sont amenés à un moment de leur parcours poser le problème du mysticisme, disons de la vision mystique. Tu as la parole. Merci, très puissant souverain grand commandeur. Alors effectivement, vous m'avez demandé d'aller long. Oui, non mais c'est un hommage que je t'ai rendu long, parce que là, c'est un véritable courage. Voilà. Un courage d'être, mes frères. Parce que vous lirez ensuite, je dirais pas que c'est hard, pour parler un peu jeune, mais il faut le lire. Vous le lirez ensuite. Mais je crois, très puissant souverain grand commandeur, que vous m'avez
poussé à aller plus loin, parce que la première version était plus soft. Si je peux... Mais donc c'est ça qui était intéressant, justement. Donc c'est effectivement pour moi un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir parler d'Antoine. Alors très rapidement, effectivement, bien sûr, je vais présenter qui il était. Très rapidement, bien sûr, parce que le propos n'est pas sur lui, mais sur sa pensée. Et ensuite, je déroulerai deux pans. Le premier, c'est sa vision de la maçonnerie, qui est justement intéressante dans le cadre de ce mélange, je dirais, entre la vision qu'il appelait la vision des Lumières et la vision de l'illuminisme, qui l'a ensuite mené à travailler sur l'imaginaire. Et puis, bien sûr, en deuxième partie, effectivement, une élaboration autour d'un ouvrage qui s'appelle effectivement le colloque de Sérisy sur la littérature fantastique, et de tirer le fil entre l'initiatique, le fantastique et le fantasmatique, et justement d'élaborer un certain nombre de pistes. Effectivement, notre très puissant soit un grand commandeur le sait et le connaît bien. Mon parrain en maçonnerie et ici dans cette maison était Michel Maffezoli. Donc j'ai été à bonne école, effectivement. Commençons. En ce qui concerne, effectivement, c'est justement pour montrer jusqu'où ça peut permettre d'aller. Tout le monde connaît Michel. Voilà, mais vous connaissez du coup sa manière d'être un peu en... Voilà, donc c'est un peu, je me suis un peu inspiré d'Antoine et de Michel, bien sûr. Alors, Antoine a été effectivement le spécialiste de l'ésotérisme occidental. Et avant lui, l'ésotérisme était quelque chose d'un petit peu bizarre, honteux, réservé effectivement à des bouquins un peu particuliers, dans les coins des librairies, et on n'était pas du tout dans quelque chose de sérieux. Et Antoine a, par son travail, par sa rigueur, créé la première chaire d'histoire de l'ésotérisme occidental à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne. Donc voilà, a mis quelque part réellement, concrètement, nos sollicitations, nos problématiques au cœur de l'université. Et donc il a été pionnier en cela, puisqu'il a été ensuite suivi dans le monde entier par énormément de chercheurs, et son œuvre est, je dirais, à la fois la plus respectée, la plus légitime dans cette voie. Alors, il est passé à l'Orient éternel en 2021, après avoir eu une dernière conversation avec notre frère Bruno Pinchard, donc la même loge symbolique que lui et moi, avec cette phrase extraordinaire: quand on a beaucoup aimé la vie, on doit beaucoup aussi aimer la mort. Voilà, ça vous plaçait effectivement le personnage qui était assez incroyable. La mort, voilà, et c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais que vous allez l'aborder bientôt. Alors, sa vision de la maçonnerie, elle est documentée et elle est déjà précisée dans un texte qui a été publié dans les cahiers Villard-Doncourt, qui s'appelle Les deux lumières de la maçonnerie. Il a été présenté à plusieurs reprises en 2015, deux fois dans sa loge mère Jean de Foucauld, dont il était le fondateur d'ailleurs. Et dans cette réflexion, il entreprend une réflexion fondamentale sur la double filiation, et j'y reviendrai après parce qu'il y a effectivement aussi cette double filiation entre l'initiatique et le fantastique, intellectuelle et spirituelle de la franc-maçonnerie moderne. Et son propos, effectivement, s'articule autour des deux courants du XVIIIe siècle, tous deux porteurs du mot, de concept de lumière, mais différemment. D'une part, l'esprit des Lumières, fondé sur la raison, la science, la liberté de penser, et de l'autre côté, l'illuminisme, ancré dans une tradition ésotérique, justement, plus effectivement portée vers l'imaginaire et d'une certaine manière dans la quête d'une expérience intérieure très, je dirais, différente de celle de l'esprit des Lumières, qui était plus scientiste, bien évidemment. Alors son objectif, c'est pas d'opposer les deux visions, mais bien au contraire, de montrer comment elles se complètent, se fécondent mutuellement, et comment, quelque part, nous en sommes les héritiers. Alors, pour brosser la première partie de ce travail, effectivement, il m'a paru important de montrer comment ces deux visions se rencontrent. Alors, l'esprit des Lumières, bien évidemment, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, Rousseau, Condorcet, Hume, la raison, le libre examen de conscience, la connaissance scientifique, la vertu civique, effectivement, une sorte d'aspect, je dirais, moderniste, avec une volonté d'émancipation individuelle et collective, un projet politique. Et dans cette perspective, la franc-maçonnerie moderne, effectivement, paraît comme une sorte de prolongement
de cette manière de voir les choses. Les constitutions d'Andersen témoignent quelque part de cet esprit en prenant une adhésion à une religion sur laquelle tous les hommes s'entendent. Donc un déisme rationnel, dépouillé de dogmes, et quelque part avec une figure centrale, à la fois symbolique et en même temps extrêmement concrète, le grand architecte de l'univers, qui représente ce principe universel, abstrait, tolérant, que chacun peut interpréter d'une certaine manière selon sa propre sensibilité religieuse ou philosophique, dans un projet inclusif qui voulait justement rassembler tous les hommes venant de tous les horizons, à la fois religieux, philosophiques et sociaux. Un vrai idéal de fraternité universelle. Et donc, le maçon héritier des Lumières, c'est l'héritage de la connaissance rationnelle, d'un éveil moral, civique, qui éclaire l'humain dans son éthique moderne. Mais parallèlement à cette lumière de la raison, s'épanouit une autre forme de lumière qu'Antoine décrit très bien, d'origine spirituelle, celle de l'illuminisme. Donc, ce mouvement, qui se développe à partir du milieu du XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe, et bien sûr avec des prolongements ultérieurs, prolonge des traditions plus anciennes et quelque part difficiles à tracer et à retracer historiquement, la théosophie chrétienne, la Kabbale, l'alchimie, le rosicrucianisme, le gnosticisme. Et cet illuminisme va s'hybrider avec la maçonnerie dite des Lumières, avec une voie de connaissance intérieure, visant là une transformation spirituelle alchimique de l'être, et l'accès à une réalité supérieure qui, quelque part, n'est qu'en chacun de nous. Et dans ce champ maçonnique, l'influence se manifeste par l'essor, effectivement, d'un certain nombre de développement. Le discours du chevalier de Ramsay, bien évidemment, qui joue un rôle déterminant dans une sorte de dramaturgie romanesque, romantique, en ramenant la maçonnerie à l'imaginaire des croisades, des Templiers, en 1736, et qui, quelque part, fonde l'arrivée d'une sorte d'imaginaire au cœur de la maçonnerie, qui n'était jusqu'à présent, quelque part, un petit peu que l'héritière de la première, du premier pan. Et donc cet illuminisme maçonnique devient le terreau de la synthèse entre l'héritage chrétien, l'ésotérisme antique, la quête d'un savoir sacré, et met l'accent quelque part sur la fusion entre ces deux orientations qui crée quelque part de vifs débats sur la nature même de la franc-maçonnerie. Le convent de Wilhelmsbad en 1782 et le convent de Paris en 1785, justement, fait état de ce débat entre la raison, l'illuminisme et quelque part une vision initiatique, j'allais dire presque matérialiste, mais en tout cas universaliste, et une vision beaucoup plus ésotérique. Donc il y a des nombreux débats passionnés, qui peut-être d'ailleurs aujourd'hui sont toujours d'actualité, et qui montrent une tension, et qui me semble particulièrement intéressante, parce que, comme le montre Antoine, cette tension n'est pas stérile, mais au contraire féconde, et que quelque part ces deux courants qui peuvent paraître antagonistes créent d'une certaine manière un champ commun sur deux notions fondamentales. Deuxièmement, la possibilité pour l'homme de s'élever en conscience et par son savoir. Parce que dans la dimension illuministe, il y a aussi ce savoir ésotérique, cette gnose, qui d'une certaine manière n'est pas uniquement immatérielle. Et la deuxième voie, c'est la perfectibilité. Notre très puissant grand commandeur le rappelait en introduction, effectivement, le perfectionnement, l'importance de la perfectibilité, comprise comme une amélioration continue. Et ce qui est très intéressant, c'est que nos rituels, je crois, aujourd'hui, plus spécifiquement peut-être au rite écossais ancien accepté, sont le fruit de cette double vision. Et c'est très intéressant de voir justement pourquoi, effectivement, Antoine a voulu cofonder effectivement cette loge au RE2A spécifiquement, même s'il a aussi beaucoup pratiqué le rite écossais rectifié. Donc voilà, ça c'est un peu, je dirais, le premier point que je détaille plus dans le texte, mais là l'idée c'était plutôt de vous faire comprendre un petit peu la première lecture pour poser un petit peu le débat. Alors, ce qui est très intéressant justement, c'est que lorsque notre très puissant grand commandeur m'a demandé de travailler sur la littérature fantastique, j'ai été d'abord un peu surpris en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en tirer, et puis justement en le liant au travail d'Antoine et en le liant à ce travail fondamental sur le lien entre je dirais maçonnerie rationaliste et maçonnerie illuministe, et bien quelque part on peut en tirer un certain nombre de pistes passionnantes. Alors je vais essayer à la fois d'unir la rigueur de la raison sociologique et universitaire, et puis en même temps
de partir dans quelques pistes, et vous me pardonnerez si je vais trop loin. Mais ça m'a semblé intéressant pour deux raisons. La première, c'est que Antoine a sorti son premier livre sous un pseudonyme qu'il considérait comme étant son vrai prénom. Donc il a sorti son premier livre sous le nom de Tony Fèvre, et le livre s'appelait Les Vampires. Et donc, en 1956, et c'est le premier ouvrage de référence sur le vampirisme. Et bien sûr, comme il était, deuxième raison, c'est pour laquelle effectivement je me permets d'aller un petit peu plus loin, et je sais que ça le ferait beaucoup rire, c'est qu'il était aussi un très grand spécialiste de l'érotisme. Et je ne l'ai pas écrit dans le livre parce que je ne sais pas si ça va être publié, mais voilà, Robert Salmon me l'a confirmé, il a aussi écrit des nouvelles érotiques qui sont absolument extraordinaires, et ça montre effectivement l'ouverture de ce personnage, et d'une certaine manière également, je dirais cette lutte contre la sclérose, d'une certaine manière, dont on a fait écho il y a quelques instants. Donc, fantastique, érotisme, de voix, le fantastique, la fantasmatique, comment le relier à l'initiatique, et comment, quelque part, entre guillemets, montrer toujours cette alliance entre le rationalisme et l'illuminisme, et quelque part, à la partir un petit peu dans cette notion d'un certain illuminisme et d'un certain gnosticisme d'une certaine façon. Alors, donc, je vais tirer deux propositions programmatiques, un petit peu à la manière d'Antoine et de notre frère aussi, Michel Fézoli, donc comme des clés de lecture, j'allais dire un peu néo-févriennes, et quelque part un peu néo-mafézoliennes. Donc, on va invoquer l'imaginaire, on va effectivement parler beaucoup d'une certaine manière, même si je n'en parle pas précisément, mais de ce que Corbin effectivement appelait l'imaginal, cette capacité, effectivement, parce que c'est le thème de cette réunion aujourd'hui, de cette session, l'imagination. L'imagination, dans l'étymologie de l'imagination, c'est la capacité de rendre une vision réelle dans son esprit, et la contemplation, c'est de s'absorber dans la considération de cette action, donc de la rendre réelle. Donc c'est un brin provocateur, mais j'y souscris parfaitement et j'assumerai. La dimension, oui, non mais je sais, mais la dimension intérieure et psychique de l'expérience ésotérique, vous le savez, mes frères, elle est loin d'être une spéculation abstraite, même si ce terme est d'ailleurs un petit peu en soi paradoxal. Elle implique une dynamique de transformation intérieure, spirituelle, interne, qui passe par tous les états, et effectivement, le symbolisme y joue un rôle important, et les profondeurs de l'âme y jouent un rôle effectivement important, puisqu'on va les convoquer en permanence. Et donc, dans cette perspective, la littérature fantastique, on commence par ça, va être lue comme une forme de pratique initiatique, d'une certaine manière, et peut être vue comme une forme de pratique initiatique, de compréhension du fait initiatique. Et donc j'ai appelé, puisque j'ai cherché à créer deux néologismes, le premier c'est la fantasmurgie, l'art de transmuter les images de la peur, du rêve et du mystère en instruments de connaissance. Donc j'ai voulu mélanger le terme de fantastique et le terme de théurgie, que vous connaissez bien sûr, qui va essayer de nous aider à désigner une sorte d'opération spirituelle de l'imaginaire, et comment, quelque part, la magie du fantastique, en tant que processus de transformation intérieure, peut nous aider à mieux comprendre finalement ce qu'on fait, ce qu'on est venu chercher en loge. Donc, bien sûr, on peut aussi invoquer Jung, Freud, l'individu qui affronte ses ombres pour accéder à une conscience élargie. Chez Jung, évidemment, l'inconscient collectif, les monstres, les doubles, les labyrinthes, figurent quelque part aussi la mise en abîme de cet inconscient collectif, mais aussi, d'une certaine manière aussi, cette mise en image du soi en centre symbolique qu'on peut retrouver dans la littérature fantastique, et donc dans le colloque de Cérisy, qui sont les actes d'un colloque sur la littérature fantastique sous la direction d'Antoine, le golem, bien sûr, de Mérink, où le héros traverse un Prague à la fois mystique et cauchemardesque, à la recherche de son être profond. Et la figure du golem incarne une puissance intérieure qui échappe à la raison. Une force modelée par l'imagination créatrice, justement, une descente dans la nuit, psychique, symbolisée, bien sûr, et qui rejoint quelque part notre vérité, notre recherche d'initié maçon du rite écossais ancien accepté, lorsqu'on traverse effectivement des rencontres avec des forces qui nous dépassent. Et quelque part, le golem, bien sûr, peut être un symbole de cette recherche, et bien sûr de cette renaissance permanente, et de cette confrontation avec une partie de notre âme qui nous dépasse, qui peut nous faire peur. Les labyrinthes, les châteaux, les espaces clos du fantastique, les châteaux kafkaïens, le jardin infini de Borges dans la bibliothèque de Babel,
représentent, eux, les détours de la conscience, cherchant son centre. Donc on est toujours dans cette recherche un petit peu, d'ailleurs même un petit peu, c'est évidemment pas dans le colloque de Cérizy, mais le labyrinthe du Shining de Kubrick est exactement également du même acabit. Hein, là, on est vraiment dans ce labyrinthe personnel intérieur où on va aller décortiquer quelque part tous les tréfonds de notre âme. Et même s'il n'est pas dans le texte, effectivement, ce que ça lui fait penser, ce film, hein, Shining de Kubrick, est quelque part également immensément initiatique également, hein, avec ce double, cette figure en permanence, hein, de cet ennemi intérieur qui évidemment gagne à la fin malheureusement. Mais donc dans cette fantasmurgie quelque part, on est dans la convocation du fantasme et du fantastique pour incarner quelque part toujours une recherche initiatique. Et finalement, ces auteurs ou ces autrices, puisqu'on peut parler de Mary Shelley également avec Frankenstein, très belle adaptation d'ailleurs en ce moment sur Netflix, hein, de Guillermo del Toro, de Frankenstein, étaient justement entourés d'ailleurs de poètes qui étaient également maçons, et quelque part parlent beaucoup de cette expérience initiatique, et notamment aussi beaucoup inspiré par Lord Byron. On a ce concept freudien dans tous ces textes, hein, soit chez Poe, chez Dostoïevski, le double de Dostoïevski, le William Wilson d'Edgar Poe, ce que Freud appelait le l'unheimlichle, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté, quelque chose qui est quelque part, dont on sait que c'est quelque part quelque chose qui nous attire, mais qui nous rejette en même temps, et n'est-ce pas également ce qu'on est venu chercher en loge, cette inquiétante étrangeté, c'est-à-dire cette espèce de sentiment de se dire que on n'est pas là pour le confort, on est là pour se confronter à des choses qui sont compliquées. C'est ça qu'on appelle lutter contre les passions. Oui, bien sûr. Donc on n'est pas en dehors du sujet, c'est ça que je voulais dire. Mais évidemment. Et donc, d'une certaine manière, le moment où l'initié va prendre conscience que son monde intérieur n'est pas un espace vide, mais un champ symbolique traversé de forces contraires. Et c'est ça qui m'intéresse énormément. Et donc, d'une certaine manière, voilà, ce thème de fantasmurgie me permet effectivement de tirer le trait, la métamorphose de Kafka, où la déchéance apparente se révèle en fait une purification intérieure profonde. Cerizy, maintenant. Voilà. Alors, en fait, ces textes, ils sont effectivement... Donc, on est vraiment dans cette volonté, effectivement, d'aller dans ce colloque de Cérizy par Antoine, hein, la désorientation, la confrontation en l'ombre dans tous ces textes, hein, qui sont issus de ce colloque. Et puis également, bien sûr, Howard Phillips Lovecraft, qui a été étudié beaucoup, hein, notamment dans le colloque, qui lui illustre la face cosmique quelque part de cette opération imaginale, puisque lui, il invoquait des personnages venant d'autres mondes et d'autres planètes, et quelque part, dans l'appel de Cthulhu, ou des textes comme l'abomination de Dunwich, l'homme découvre en fait qu'il n'est, et ça c'est très intéressant du coup dans les actes du colloque, dans cette littérature fantastique, toujours, l'homme n'est qu'un petit fragment dérisoire du cosmos infini, et quelque part ce cosmicisme, tel qu'il est décrit dans le colloque, représente quelque part, c'est une sorte d'initiation négative. C'est-à-dire qu'en fait, on est là dans un savoir qui détruit au lieu d'élever, mais pour Antoine, l'attention apparaît justement à la structure même de l'expérience ésotérique. C'est-à-dire que la lumière ne se conquiert qu'en traversant la nuit. Et l'initié, à la différence du héros Lovecraftien qui va se perdre, ne fuit pas le chaos, mais il va chercher un ordre caché, bien évidemment. Donc là où Lovecraft dissout la raison, la maçonnerie le recompose. Donc voilà. Voilà pour le colloque de Cérizy, Poe, Merrick, Nerval, Borges, Stoker, aussi Bram Stoker bien sûr, de Dracula, parce que j'ai parlé des vampires au début. La fantasmurgie, c'est un concept qu'effectivement Antoine aurait pu proposer. Deuxième pan, fantastique, là on va passer au fantasmatique, et effectivement l'éros transgressif de la connaissance. Dans la perspective d'Antoine, et c'est lié bien sûr à cette tension entre rationalisme et illuminisme, et puis le lien avec le fantastique, mais là plutôt dans le fantasmatique, l'expérience initiatique se joue sur le plan d'une conscience intérieure, mais chez des héritiers les plus extrêmes de la tradition qu'on peut qualifier d'érotico-hermétique, Aleister Crowley, Klossowski, Georges Bataille, une conscience qui passe également par la chair. Et ces trois auteurs reconnaissent qu'il y a une frontière entre initiation et extase mystique qui passe également par le charnel, qui est plus fine qu'on peut le croire. Donc ça, cette proposition, je vais l'appeler érothésie, la tension du désir,
issus donc d'Eros et de Thésis, la mise en place, c'est-à-dire la tension, la position. Et donc, d'une certaine manière, la tension charnelle ou la tension du désir, presque au sens où Claude de Saint-Martin pouvait bien évidemment la mettre en mouvement, quelque part qui fait passer de l'ilique au pneumatique dans sa classification des êtres, et le moment où quelque part la conscience initiatique peut permettre, grâce au désir, de passer une étape. Alors, Aleister Crowley, lui, a beaucoup travaillé effectivement de façon quasi wagnérienne dans son esthétique sur ce que la maçonnerie garde d'une certaine manière un petit peu dans des symboles qui sont parfois effectivement, je dirais, un peu sages. Et lui va convoquer un gnosticisme libertin proche de celui des barbello-gnostiques, en tout cas comme ils nous ont été rapportés par Irénée de Lyon, dans le mélange entre une sorte de paramaçonnerie mélangée au yoga et au tantrisme oriental. Et là, effectivement, on a le mariage du masculin et du féminin dans un certain nombre de textes, comme le livre 15, sous-titré La messe gnostique, qui avait été porté par Theodor Reuss et Jean Bricot en 1918 dans un convent du rite écossais ancien accepté en Allemagne pour essayer de le faire accepter comme un texte important, ce qui était quand même assez extraordinaire. Et donc ce texte qui est formidable, qui est très théâtral, montre effectivement en quoi il y a une union du masculin et du féminin, donc il y a un prêtre et une prêtresse, qui quelque part en fait vont aller concevoir, convoquer de manière très symbolique effectivement, une connexion entre l'homme et la femme, un petit peu quelque part comme le fait, comme le font tous ces textes de l'Antiquité, où quelque part la femme a toujours ce rôle de divinité créatrice féminine, à la fois destructrice et créatrice, qui va créer effectivement la civilisation. Et là, on y mêle la corporéité, la pulsation comme un instrument d'accès au sacré. Et Antoine a beaucoup travaillé là-dessus. Donc d'une certaine manière, dans cette lecture néo-févrienne de cette érothésie, on peut montrer que le feu d'Éros, loin d'être nié ou refoulé, peut être transformé en agapé, et que bien sûr, l'athanor est celui des deux forces qui sont à l'intérieur de nous, le masculin, le féminin, et d'une certaine manière, ce que Alphonse-Louis Constant également, lui, avait dessiné sous la forme du Baphomet. Donc le principe féminin, lunaire, masculin, solaire. Donc voilà, une sorte là également de fusion des genres pour engendrer la totalité de l'initiation. Et puis, comment ne pas également ne pas parler de Georges Bataille, La part maudite, 1949, l'érotisme, 1957, et puis aussi, bien sûr, l'expérience intérieure de 1943, qui lui nous dit que la connaissance est un feu qui éclaire et consume à la fois. Alors ce qui est très intéressant, la différence de Aleister Crowley, qui lui était justement dans une sorte de création et de pulsation, là on est dans ce que Georges Bataille appelle la dépense. Lui, pour le coup, il radicalise la mort d'une certaine manière dans un acte sacrificiel. Il a beaucoup travaillé également sur la domestication de la violence dans les civilisations, notamment Inca et Maya, en montrant quelque part que la violence va être le fait fondateur de la civilisation, et notamment la violence au sens sexuel du terme. Et cette dépense, effectivement, est extrêmement intéressante parce qu'elle va pousser, quelque part, cette part maudite, justement, à se domestiquer par le travail et par, justement, une sorte de compréhension de la profondeur de l'être et dans le voyage dans ses abîmes. Et quelque part, la mystique bataillenne, si on veut bien l'appeler comme ça, parce qu'il a voulu créer une société secrète, qui s'appelait la Société de l'Acéphale, en était l'incarnation. Et donc, d'une certaine manière, on a là également un déchaînement de cette dépense pour la canaliser. Alors, bien sûr que la maçonnerie met en ordre, et d'une certaine manière, on a quand même un point commun, c'est cette traversée de la limite, et cette traversée de la transgression qui, bien évidemment, nous permet d'aller dans tous les recoins de notre être. Et voilà. Et donc, justement, j'allais conclure en disant que cette philosophie, effectivement, l'héritage hellénique dont on vient de parler juste avant, je reprends ce que tu disais, mon frère, quelque part, cette porte de sortie, je dirais programmatique, cette voie d'action qu'est l'héritage de l'hellénisme, et qui n'est pas juste tournée vers une sorte de nostalgie, mais vers une construction. Eh bien, on peut, là aussi, via la pensée d'Antoine, travailler sur ce système qui permettrait de mélanger à la fois les lumières et l'illuminisme, l'initiation et le fantastique ou le fantasmatique, en réconciliant quelque part
ce qui nous a attirés peut-être et ce qui nous a fait effectivement venir travailler ici, c'est un certain imaginaire, l'imaginaire comme une voie de sortie, comme une voie d'espoir et comme un projet. Voilà. En tout cas, je tiens à te remercier, Thomas, parce que déjà aborder ces choses très troubles qui font partie de l'indicible ou du non-dit, je dirais plutôt, était important pour bien montrer comment nous nous positionnons. Je me rappelle avoir dit dans un autre monde éviter le rationalisme restreint et l'idéalisme ou le mysticisme béat. Et là, on sent qu'il y a une tentative de rationalisation, de compréhension de ce que sont ce qu'on appelle les ténèbres, parce que là, ce que nous avons là, c'est ce qu'on appelle les ténèbres, et comment la maçonnerie et le rite écossais ancien et accepté en particulier. Et je vais prendre 3 éléments de ton discours. Là où la théurgie agit par le rite, la fantasme magique, c'est ça ton terme, agit par fiction et le rêve. Et tu conclus, c'est le travail initiatique du symbole à travers la narration, la peur et la métamorphose. Voilà l'objet des planches. Voilà l'objet des planches telles qu'elles sont, ou du moins dans le travail qui peut être fait. La deuxième, c'est le rapport à l'indicible, justement. La littérature fantastique accomplit une fonction analogue à celle du rituel maçonnique. Elle confronte le lecteur à ses ombres, l'oblige à traverser l'indicible et lui révèle que le mystère n'est pas le contraire du savoir, mais sa plus haute intensité. Ça, je pense que ça nous permet de réfléchir. Et le dernier, c'est, je ne lis pas tout, mais il y a dans notre rituel à un moment une phrase qui s'appelle « le pouvoir sans désir ». Le vouloir, mais moi je dis le pouvoir. Mais dans le cas, c'est le vouloir. Tout le problème de la volonté, en effet. Mais sans désir. Ceci m'a tout le temps un peu inquiété dans une traduction que je n'avais pas. Et là, je dois avouer que là, je la comprends mieux. Je la comprends mieux. Thomas, merci, parce que tu nous as ouvert vers un monde qui est celui du mysticisme. J'avoue franchement que je n'ai pas trop l'habitude, mais le fait que ça a été, comment dire, ce que nous a légué en quelque sorte Antoine Fèvre, nous permet, comme on disait tout à l'heure, une ouverture, on est capable d'aborder ces éléments-là, sachant que l'initiation, justement, nous permet de ne pas tomber dans les affres que ces différents auteurs non-maçons sont amenés à préconiser, et au contraire, on comprend comment nos agapes ont une fonction, comment, en définitive, nos planches sont amenées par rapport aux éléments de l'être dont souffre chacun, les peurs, comme je le disais tout à l'heure, les éléments mal compris, et comment ce sentiment de vérité recherché, parisien dont on a parlé tout à l'heure, par rapport à ce que je suis réellement, par rapport à ce que je ressens, dans un esprit de liberté.